je fais de la photo de mode et du portrait. Je dirais plus que je suis en fait un portraitiste éditorialiste. Mais t'es aussi un artiste parce que t'exposes. Donc pour toi, l'IA, c'est pas incompatible avec l'art? On dit qu'on passe de l'âge de la vérité à l'âge de la générativité, et la question de la vérité aujourd'hui, elle est hyper mise en cause. Avec l'intelligence artificielle et avec les choses qui se passent sur les plateformes comme Meta. Déjà, t'as une double culture, donc Voire triple culture. ouais. Moi, je préfère le mot créateur de contenu qu'influenceur. Ouais, il y a peut-être un Il y a côté une un différence, peu en fait. manipulateur. Non, je pense qu'en fait, pour moi, un influenceur, c'est un peu l'équivalent du téléshopping en 2025. J'avais besoin d'apprendre ou de mieux connaître et aller à la rencontre des gens. Et j'ai pu, justement, en fait, rencontrer beaucoup de choses sur ma marocanité. Et tu vas rencontrer les gens, tu leur parles. Enfin, je sais pas, il y a un côté très ouvert. En fait, je suis là, je suis allée voir, j'ai entendu du bruit, je suis rentrée. Ça avait l'air bon, j'ai mangé. Bon, tous les spectateurs, je vous présente Zalouk, qui est mon chat, qui a 2 ans et qui est très très joueur. On est venu un peu te réveiller, mais Ça va. et puis bienvenue sur le podcast Tu fais quoi toi? Ok, merci. Tu fais Trop quoi content toi? d'être là. C'est un média qui met en avant des initiatives un peu de tout le monde, que ce soit des artistes, des entrepreneurs, monsieur, madame, tout le monde, qui font du positif et notamment du positif au Maroc. Donc on est super content de t'interviewer, Christian Mamoun, qui est une belle histoire ici au Maroc et ailleurs, que tu vas pouvoir nous raconter. Ok, bah oui, avec plaisir. Déjà, ce qu'on aimerait bien savoir, parce que au final, je sais pas, toi, on te voit souvent derrière ton écran, mais pas forcément, tu racontes pas toujours ta vie. C'est déjà, t'es un photographe. Alors, comment c'est venu la photo? Comment on devient photographe? Comment on devient photographe? J'ai fait des études d'art, en fait, plus larges. J'avais pas fait mon bac. Moi, j'avais quitté l'école. J'étais pas très compatible avec le système de l'école. Je suis un peu dyslexique, je suis pas très fort en maths et tout ça. Et quand tu as pas le bac, c'est assez compliqué, mais il y a une option, et j'aime bien en parler dans les interviews justement parce que je trouve que c'est bien que les gens le sachent. Quand t'es nul à l'école ou quand t'es pas bon à l'école, bah tu peux faire art. Alors, quand t'es bon aussi, quand même. J'espère. Non, mais je veux dire, en fait, quand tu es pas compatible avec ce système-là, en fait, ce qui était clairement mon cas, bah tu peux en fait rentrer dans des écoles d'art, mais ça veut pas dire que c'est facile de rentrer. Les concours d'art sont franchement assez costauds. Faut vraiment se donner. Je travaille pendant 1 an comme un dingue, genre 60 heures par semaine sur du dessin pour avoir genre un portfolio. Et en plus, tu es en concurrence avec des gens qui dessinent depuis toute leur vie, genre depuis qu'ils sont enfants. Parce que toi, t'es rentré par le dessin. C'est ça, ouais. Et moi, j'avais jamais dessiné. Genre, j'ai commencé mon premier cours de dessin, j'avais 2 sur 20, pardon. Et il y a les autres, ils avaient des gens à 15 sur 20, tu vois, c'était ailleurs. Et ça m'a permis de rentrer dans des écoles d'art public en France. Et c'était par défaut ou parce que tu sentais que t'avais une fibre? Est-ce que c'est un hasard qui t'a conduit là ou est-ce que t'avais quand même une fibre artistique? Non, j'ai toujours aimé m'exprimer créativement, que ce soit de la musique ou de la photo. J'ai toujours bien aimé faire ça en tant qu'enfant, mais je ne pensais pas en faire un métier du tout. C'était pas, et ça a pris du temps, même pendant mes études. J'ai commencé par sculpture et gestes artistiques avant en fait, réfléchir comment est-ce que je vais gagner ma vie en sortant de l'école, tu vois. Et la photographie, ça reste un métier, en fait. Il y a un côté artisanal, il y a un côté métier dans la photographie qui fait que tu peux vivre de ça en tant qu'artiste ou en tant que photographe. Parce que pas tous les photographes sont des artistes. Oh, mais par contre, il y avait des artistes qui t'ont inspiré, il y avait un mouvement, Oui. Bah, tu sais, la photographie, c'est quelque chose un peu quand tu rentres dedans, il y a quelque chose de très obsessionnel. De toute façon, tu peux pas devenir un bon photographe si tu n'as pas à me donner ce moment-là où tu ne fais plus que ça et tu ne vis et respires que ça. Et là-dedans, évidemment, tu as des artistes phares qui t'inspirent, que tu as envie de regarder. Moi, j'aimais beaucoup la photo de mode des années 90, ça m'avait beaucoup inspiré, et puis c'est ça que j'avais envie de faire. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette photo? C'est une imagerie en fait, la photographie de mode des années 90, c'est des images parfaites, ultra sur-retouchées, ultra sur-stylées, avec que des supermodèles. En fait, tout est parfait dans ce monde-là. Et c'est une image qui identifie le spectateur dans les médias et qui le fait basculer dans les médias, en fait, dans un autre espace-temps où il s'identifie, où il se dit, bah, moi, si je porterais ça, bah, peut-être que je serais ça. Donc, en fait, en France, c'est aussi une imagerie assez manipulative. Ouais, ce que je me suis rendu compte après. Et
Ce qui, par la suite, m'a dérangé un peu dans la photo de mode, parce que en fait, c'est le propre de cette photo, c'est qu'en fait, on met beaucoup de créativité au service de la vente d'un pull. En fait, c'est pas particulièrement noble, ouais. C'est ça, oui, en fait. C'est là où je pense que beaucoup de photographes de mode, à un moment donné, ils essayent de faire de l'art, ou ils essayent de mettre au service leur savoir-faire en création d'images à quelque chose d'autre que vendre des t-shirts. Parce que toi, tu fais de la photo de mode et tu fais d'autres styles de photos également. Je fais de la photo de mode et du portrait. Je dirais plus que je suis en fait un portraitiste éditorialiste avec une touche de mode que un photographe de mode pur. En fait, ça, c'est encore autre chose. Et tu travailles pour quel type de clients? C'est pour le coup beaucoup les magazines et beaucoup c'était beaucoup du prêt-à-porter en France. C'est les magasins, les affiches dans les magasins, dans les vitrines, choses. Mais t'es aussi un artiste parce que t'exposes. Donc t'as travaillé sur un mix, on a vu, entre l'artisanat et l'IA aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Là, c'est en fait la base de mon éducation. C'est là où j'ai commencé aux Beaux-Arts de Nantes et après à la HEAD à Genève et aux Arts Déco de Paris. Et mais je crois je crois vraiment pour devenir un bon photographe, il faut comme avoir une éducation en fait en art, c'est-à-dire qu'il faut connaître en fait les courants artistiques parce que dans le fond on fait de l'image. Et l'image à la base c'est le dessin. C'est assez intéressant d'ailleurs ce qui se passe actuellement parce que la photographie ou l'imagerie commerciale était d'abord du dessin, et puis la photographie l'a remplacé parce que c'était plus rapide et moins cher. Et là actuellement, on repasse dans quelque chose où en fait l'intelligence artificielle va être plus rapide et moins chère, et qui s'apparente en fait au dessin parce que ça n'est pas de la photographie. C'est une forme d'impression, ou enfin c'est encore autre chose en fait. C'est ni du dessin ni de la photographie, c'est une génération. Mais vraiment, il y a des cercles comme ça de l'image commerciale en fait qui tournent. Je trouve ça assez intéressant. Et donc pour toi, l'IA c'est pas incompatible avec l'art? Tout dépend de comment on l'utilise. Moi, je considère que, en tout cas quand je l'utilise dans mon travail artistique, que c'est l'IA, c'est pour moi ce qu'il est pinceau au peintre. En fait, c'est un outil comme un autre. Ouais. Si elle est commandée par moi avec attention et intention, elle n'est pas un produit de hasard, et c'est là où en fait se trouve la différence entre un photographe et un amateur, que l'image que je produis, elle est issue d'une intention et elle correspond à cette intention. Et elle n'est pas en fait juste j'ai cliqué et la photo est sympa. Ouais, comme t'entends au mariage qui dit t'as vu j'ai fait une jolie photo. Ouais. Ah, ton appareil photo fait des belles photos, tu vois. Mais enfin non, en fait c'est ton autrice de l'outil. Tu choisis l'outil que tu as besoin pour arriver à la fin que tu as prévue. Il y a l'outil, mais il y a aussi la prise de vue. Et parce là, que créer une émotion, voilà, à travers. Je trouve que c'est le plus. Alors bien sûr, les outils aident beaucoup, mais si tu prends le meilleur outil du monde, tu prends en photo quelque chose qui n'a aucun intérêt, où il n'y a pas une émotion, bien sûr, tu perds quand même en intensité. Le travail de l'artiste, c'est là, c'est de saisir un instant, en fait. Après, il y a une question de support final, en fait. Où est-ce que tu veux que cette image apparaît? Est-ce que tu veux que cette image soit imprimée sur des murs entiers, là, sur genre les Twitter à Casa, tu as besoin d'un autre outil pour la prise d'image que si elle doit être juste sur Instagram. En fait, il y a ça, mais ça fait partie de la réflexion quand tu crées ces images-là, à quelle destination tu les crées. T'as fait une exposition récemment, ouais. On a vu ça. À l'Institut français. À Salon. Tu veux que je la dégage? Non. non, écoute, ça. Bon, pour les spectateurs, je vous présente Zalouk, qui est mon chat, qui a 2 ans et qui est très très joueur, comme vous voyez. Je l'ai rencontré dans l'escalier. Je pensais que j'allais la refourguer à un follower. Personne voulait avoir un chat parce que tout le monde a déjà 5 chats à la maison. Et maintenant, Zalouk habite avec nous et on l'aime beaucoup. Elle est sage, elle a sa chambre, tout ça, voilà, autonome. Exactement. Elle rentre pas trop tard le soir. Mais c'est quelqu'un de la communauté qui parce qu'à l'époque, je faisais une obsession sur le Zalouk. J'en parlais souvent dans les stories, quelqu'un m'a dit, mais appelle la Zalouk et garde-la. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça la solution, en fait. Finalement, c'est une excellente idée. Ton expo. Mon expo, mon travail que j'aime montrer là, c'est effectivement un travail entre l'artisanat, donc une technique d'impression ancestrale qui s'appelle le cyanotype, qui a été inventée il y a 150 ans pour faire des photocopies de documents juridiques.
et des images qui sont générées en intelligence artificielle ou que j'ai photographiées. Donc je ne dis pas en fait d'où ils viennent, c'est au spectateur de s'en rendre compte ou pas. C'est ça qu'en fait qui est intéressant, parce que je pense que moi, c'est quelque chose que je considère qui devrait vraiment être dans un cursus scolaire, comme apprentissage de lire et écrire et mathématiques et physique, la lecture d'images. Parce que c'est notre moyen de communication numéro 1 au monde actuellement. Tout le monde communique par l'image et on a zéro éducation dessus, en fait. Qui a fait cette image? À quelle destination? Dans quel contexte? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Comment est-ce que je l'interprète? Tu veux dire un peu comme les fake news, non? D'avoir un regard peut-être critique, savoir d'où ça vient. Oui, en fait, lire plutôt que juste consommer, comprendre, en fait, de quoi il s'agit. C'est en fait, on prend, en fait, avec une image, tu peux dire, parce que nous, comme on dit, c'est une grosse phrase, mais je pense que c'est vrai. Quand on pense à la crise des réfugiés, quand l'Allemagne avait pris 1 million de Syriens, il y avait rien qui a bougé jusqu'à ce qu'il y avait une image imprimée en grand d'un gamin qui était noyé à la plage. Ouais. Et qui avait bougé, touché tout le monde, et qui a fait qu'en fait, l'Allemagne a tout d'un coup a ouvert les frontières. Et ça n'était pas un discours, c'était pas un article, c'était une image. Il y a le photographe d'Obama qui en parle dans un documentaire que je trouve hyper intéressant, qui dit, en fait, j'écris l'histoire et j'écris, en fait, les souvenirs de l'humanité. Je pense que d'une certaine façon, les photographes créent les souvenirs de l'humanité. Parce qu'on se souvient d'un fait historique d'abord par l'image avant de se souvenir par un discours ou une odeur ou un autre sens. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est pour ça que les réseaux sociaux fonctionnent aussi bien. Bien sûr. Qu'on met de l'image. Après, c'est là où le sens critique est intéressant et important. C'est de savoir dissocier le vrai du faux. Un peu plus compliqué. On dit qu'on passe de l'âge de la vérité à l'âge de la générativité, et la question de la vérité, aujourd'hui, elle est hyper mise en cause. Avec l'intelligence artificielle et avec les choses qui se passent sur les plateformes comme Meta, qui ont par exemple enlevé le fact-checking, ce genre de choses. Qu'est-ce qui est vérité aujourd'hui? À partir de quand on considère quelque chose de véridique? Et c'est de ça que je parle avec mon exposition. En fait, c'est la véracité d'image. En fait, en France, par exemple, il est de coutume, il y a l'usage que si tu as une photographie si tu as une photographie Polaroid d'un geste qui a été fait, c'est une preuve absolue devant la justice que cet geste a eu lieu. Ah oui. Avec un Polaroid. Voilà, uniquement avec un Polaroid. Avec un iPhone ou autre chose, ça n'est pas une preuve, parce que le Polaroid, pour ceux qui connaissent pas, c'est une impression immédiate, il n'y a pas de négatif, on peut pas la reproduire. On pouvait pas la reproduire pendant longtemps. Et maintenant, aujourd'hui, tout le monde a des imprimeurs Polaroid à la maison. On peut s'imprimer des petits Polaroid. En fait, je pense que le début de ma série, c'était justement un travail d'un artiste qui était aussi mon prof aux Arts Déco, qui s'appelle Alain de Clercq, qui avait travaillé sur ça, qui avait en fait travaillé sur les théories de complot, qui avait mis en scène plusieurs théories de complot et les a imprimées en Polaroid à une époque où on ne pouvait pas imprimer Polaroid. Il avait eu accès à un des 3 imprimantes Polaroid au monde. Il avait produit comme ça des preuves en justice de choses qui étaient complètement fausses et avait mis en question ce rapport de l'image à la vérité. Wow, super intéressant. Ouais, ça c'était vraiment chouette et je pense que c'était un point de départ de réflexion en fait. Pour ton exposition. Ouais. Et comment les gens ont interprété cette exposition? Est-ce qu'il y avait un côté ludique, interactif? Oui, ils s'interrogent, ils se posent des questions. Ils comprennent pas forcément, mais en fait, ça commence plutôt dans la matérialité de l'image. Qu'est-ce que, en fait, c'est imprimé comment, c'est quoi la matière, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que ça raconte. Ça fait pas peur aux gens, l'IA, pourtant, enfin, si. Parce qu'ils ont l'impression qu'on leur ment. Moi, je me rends compte et je trouve c'est étonnant en fait que je crois la grande majorité des gens en fait sont pas particulièrement confrontés. Ils en utilisent pas ou ils utilisent le ChatGPT. Ils n'ont pas une rencontre très courant avec ça. Peut-être si, en fait, ChatGPT, je crois que c'est quelque chose qui rentre de plus en plus dans les modèles de langage avec lesquels on peut échanger. L'autre jour, j'étais dans un taxi et il venait de télécharger parce qu'il me disait que c'était sympa pour pouvoir traduire avec les clients. Ah ouais. C'est dans ce genre de contexte, par exemple. Ouais, bah, tu fais tout. Ouais. C'est vrai. Ça rentre dans le quotidien, à fond. Et ça pose des questions sur où est-ce que tout ce qu'on leur dit va où. Ouais. Tu vois. Et justement, avec, au Maroc, culturellement, c'est un peu différent, mais du coup, dans tes photos, en fait, avant, t'étais pas vraiment influenceur, je pense. Tu es venu au Maroc. Je pense. J'ai compris, mais du coup, comment t'as fait ce switch?
Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, t'as une double culture, donc voire triple culture. Ouais, bon, c'est ça. C'est vrai que j'ai des attachements forts avec le Maroc et moi je préfère le mot créateur de contenu qu'influenceur. Ouais, il y a peut-être un Il y a une côté un différence, en peu fait. manipulateur. Non, je sais pense qu'en pas, fait, influence. pour moi, un influenceur, c'est un peu l'équivalent du téléshopping en 2025, en fait. Ok. On lui donne un produit, on lui parle de Oui. ce produit, il va en parler, et c'est tout. Moi, mon contenu part comme d'une intention personnelle, en fait, quelque chose qui m'intéresse à la base, que je fais parce que je suis intéressé. Et par la suite, peut-être, si ça intéresse d'autres personnes, je vais pouvoir le monétiser. Mais c'est pas du tout la même démarche, en fait. Oui, c'est vrai qu'influenceur, il y a un côté un peu éveilleur, si tu veux. Parce que l'idée, c'est de montrer des choses que les gens ne voient pas, et d'ailleurs, ils viennent s'abonner d'eux-mêmes, donc ils sont pas forcés comme à la télévision. Le truc, c'est souvent, t'as la pub, mais t'as rien demandé. Là, c'est quand même des gens qui vont venir voir parce que ton contenu les intéresse. Ouais, donc, c'est un peu plus puissant, je trouve, que se comparer à du télé-shopping. Et justement, moi, je pense pas de le faire parce que je ne prends pas n'importe quel produit ou n'importe quel truc et je vais dire, allez-y, achetez. J'ai quand même, en fait, je considère que, en fait, je vais pas parler de choses que je ne considère pas bien, en fait, que je n'apprécie pas ou que je vais pas parler des choses juste pour l'argent, en fait. Oh, puis t'es quelqu'un de très authentique aussi. Oui, mais je pense que c'est ce qui fonctionne dans mon contenu, je crois, en fait. Et donc, t'as un compte Instagram à ton nom, Christian Mamoun. C'est ça. Et donc, raconte un petit peu ce que tu fais et d'où te vient cette envie un petit peu de raconter le Maroc éventuellement un peu différemment. J'avais besoin d'apprendre ou de mieux connaître et aller à la rencontre des gens. Et j'ai pu, justement, en fait, rencontrer beaucoup de choses sur ma marocanité. Peut-être ma façon de vivre dans ce pays en rencontrant les ancêtres, quelque part, ceux qui sont là depuis longtemps et qui sont en contact avec leur communauté de façon très quotidienne. Je pense que c'est par eux que tu apprends la culture. J'ai commencé à filmer ça de façon plutôt spontanée et je me suis rendu compte que ça avait un joli retour et qu'il y avait des gens qui avaient envie de suivre ça. Et donc j'ai partagé, en fait. Ouais, c'est venu très spontanément, en fait. C'est ça, Parce que moi, je me souviens ta photo du libraire, qui est hyper chouette. On voit cette personne justement posée avec tous ses livres derrière, très très joli. Et puis on te voit beaucoup manger, surtout. Mais tu manges pas mal dans la rue. Je pense que la nourriture c'est un élément ultra fédérateur. Toutes les classes sociales et tout le monde aime manger. Et en fait, au Maroc, il y a des plats qui sont consommés par tout le monde. Et le couscous qui est dans une villa en phare ou ici à Marseille-Temps, ça va être à peu près le même couscous, il va être servi dans un autre plat ou peut-être avec une vaisselle plus jolie, mais dans le fond, ça reste le même plat et c'est comme ça pour plusieurs plats. Et ce qui fait, c'est fédérateur, en fait. Et justement, toi, je sais pas, t'as pas des anecdotes ou des moments un peu ouf que t'as vécu? Je me souviens, j'avais vu aussi le mur de la mort, là. Ça m'avait vachement impressionné, c'est un truc que je connaissais pas. C'est magnifique, en fait. Franchement, j'invite tout le monde à aller au Moussem. Le Moussem, c'est des festivals populaires qui durent plusieurs jours, où les Marocains du pays entier se retrouvent entre eux, et dans une ambiance très festive et qui est vraiment chouette. Moi, c'est pour le coup vraiment une expérience extrêmement locale. Ouais. Je trouve que ça a pas l'air exploité au niveau touristique, peut-être au niveau touristique interne, mais c'est vraiment, c'est rencontrer le Maroc un peu authentique de la campagne. Je pense, parce que oui, ça n'a rien à voir avec le Maroc de la ville. Oui, c'est clair. Là, on le rencontre un peu. C'est vrai que t'as fait en tout cas, les photos sont assez impressionnantes. Et moi, c'est ça que j'aime bien aussi dans tes contenus, c'est que t'es toujours, toi, enfin, t'es très spontané, ça te fascine, comme moi, quand je regarde, ça me fascine. Et tu vas rencontrer les gens, tu leur parles, enfin, je sais pas, il y a un côté très ouvert. En fait, je suis là, je suis allée voir, j'ai entendu du bruit, je suis rentrée. Ça avait l'air bon, j'ai mangé. Mais quand même, avec toujours du consentement et dans le respect de l'autre, en fait, c'est hyper important. T'es bien accueilli, généralement? Ouais, mais c'est aussi parce que je ne filme pas et je ne photographie pas sans demander l'accord de personne. C'est hyper important pour moi, cette notion-là, parce que je vois plein d'Européens ou des gens se balader comme ça avec des appareils photo chers, à prendre des photos de gens qui n'ont pas les moyens de se défendre et qui potentiellement exposent ou montrent ça par la suite ailleurs, et c'est pas ok, en fait. Ouais, ça, c'est très important ce que tu dis. Ouais. Effectivement. Et comment du coup, t'as un échange avec eux, parce que tu parles de Lisa.
Ça dépend un peu. Tu poses dans l'idéal, évidemment, tu poses la question et tu me demandes est-ce que ça te va si je filme et est-ce que je peux le publier. Et parfois, quand c'est plus de la photo, et dans des situations comme le thème, parfois c'est plus un regard qui demande est-ce que je peux photographier et tu dis non et tu respectes. Si tu dis non, je ne photographie pas. Parce qu'en fait, je trouve ça, c'est juste du sens commun, en fait. C'est juste le respect basique. Qui est de la politesse de base, en fait, qui malheureusement, honnêtement, n'est pas donné à tout le monde. C'est parfois choquant quand je vois des gens faire. Et est-ce que tu trouves que tu as un impact direct sur, par exemple, tu vas filmer un restaurant, est-ce que ce restaurant va avoir plus de visibilité? Est-ce que c'est ce que, en fait, tu dis c'est une conséquence positive et c'est chouette? Est-ce que c'est quelque chose que tu cherches, quelque chose que, en fait, moi, je suis allé voir des gens qui, pour la plupart, sont déjà très connus par leur communauté, qui n'avaient pas particulièrement besoin de pub. Mais je suis plus allé voir des gens parce que justement leur histoire m'a intéressé. Et par le biais de leur caïman à eux, forcément ça a buzzé sur les réseaux parce que les gens ils étaient contents de leur rendre hommage d'une certaine façon. Moi je suis pas considéré plus à rendre hommage que faire de la pub des gens. Et si dans un deuxième temps ça les rend encore plus connus, c'est génial parce qu'ils méritent tellement. Et est-ce que tu as des anecdotes rigolotes ou sympathiques? Je pense qu'ils sont tous dans les vidéos. Mais c'est vrai que de temps à autre, ça a tellement d'impact sur les réseaux qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui y vont. C'est sympa parce que tu as des retours des gens qui disent ça, c'était trop bon, j'ai adoré. C'est très bien ça. Ça change beaucoup avec ta communauté? Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça doit être, ça fait beaucoup de monde, non? T'as près de 80 000 followers. Oui, j'essaie comme de répondre au message. Ouais. Un peu en fonction du message, tu vois. Ouais. Mais si c'est un vrai message, je vais quand même essayer de répondre. Comme Zalouk qui est à son nom. Ça, c'est juste parce que je voulais pas spammer tout le monde avec Zalouk. Je me suis dit, Zalouk, elle a besoin de ça. Pour les amoureux des chats. Voilà, exactement. Ces gens qui ont vraiment envie de te parler. Ah, mais c'est vrai que c'est quand même chouette, ça. Comment tu vis, en fait, les interactions, t'es quelqu'un, tu m'avais déjà dit un peu introverti, et du coup, t'as quand même une communauté incroyable qui te suit. Je sais pas, ça doit être, comment tu le vis, ça? Mais je pense que ma communauté, elle a la même envie que moi, en fait, de faire de belles rencontres ou d'aller à la découverte de belles expériences et de belles personnes. C'est juste ça qu'on partage, quoi. Moi, je pense que je me mets pas beaucoup en avant là-dedans, en fait, je mets en avant d'autres. Ouais. Et est-ce que, pour toi, la création de contenu et les réseaux sociaux qui permettent de diffuser à large public, ça permet aussi de démocratiser un peu ton travail artistique et l'art en général? Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches? Ça, je trouve c'est hyper intéressant que la création de contenu est quelque chose d'ultra démocratique, en fait. Genre, tu peux pas forcer à devenir quelqu'un de connu, en fait, ou à ce qu'un contenu fonctionne. Soit il y a une réponse, ça fonctionne parce que les gens apprécient, se l'envoient, ils commentent, et en fait, ils ont une interaction avec, soit ils flopent. C'est tout, tu peux pas du tout prévoir. Il y a des moments où j'ai fait des vidéos, je me suis dit, ça va exploser, et c'est rien passé. Mais il y avait tous les éléments dedans qui font que normalement une vidéo fonctionne. Parce qu'il y a quand même des petits trucs où tu sais, ouais, ça marche pas. Mais parfois ça marche pas malgré tout. Et ça va, c'est... Ouais, puis c'est spontané. Ouais, et en fait, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut prendre son portable. En fait, bon, tout le monde, au moment où tu as quand même suffisamment de moyens pour avoir un portable, c'est pas non plus donné à tout le monde. Mais au moment où tu as ça, tu peux te mettre n'importe où, commencer à raconter une histoire, et si ça fait rire ou intéresse les gens, tu vas pouvoir avoir une audience. Ouais, après, ça doit être quand même suivi, il y a des échanges, il y a la sympathie de la personne. Ça, tu le construis avec le temps. Enfin, c'est pas dans l'immédiat que tu peux construire ça. Je pense, ou peut-être si tu mets beaucoup d'argent et beaucoup de sponsoring, tu peux devenir du jour au lendemain un peu connu, mais je pense pas que c'est quelque chose qui reste pas dans le temps, en fait. Ça t'a pris combien de temps, du coup, d'avoir cette communauté? Ça fait 2 ans que je travaille un peu intensivement et c'est assez intéressant de regarder comment ça se passe. J'ai l'impression que parfois je me fais reconnaître dans la rue. Ah oui? Mais ça a pris 1 an, alors qu'il y avait des vidéos qui étaient vues des millions de fois. Et en fait, c'est le temps espace entre vue et réaction en live est assez espacé. Ouais, parce que le contenu continue à vivre, justement. C'est ça. Et du coup, au fur et à mesure, ça continue à aller sur les différentes plateformes et devenir viral. Ouais. Du coup, après, on te reconnaît. Mais du coup, on te reconnaît, mais c'est pas un peu étonnant, non? Quand on te dit, hey, c'est toi, oui. Et je sais pas, les gens, ils font quoi? C'est pas non, pas du tout. Justement, je sais pas dans un contenu de starification. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Juste,
Je voulais juste rencontrer des gens sympas et films avec leur accord avec eux. Et du coup, les gens parfois ils ont envie de virer. Moi j'ai bien eu cette expérience avec toi. Parce que quelque part, je pense que comme le contenu est même assez brut, il y a parfois t'as l'impression que ça peut presque même être un FaceTime, il y a quelque chose de très personnel. En fait, tu vois, t'as juste, on a partagé un moment. Et parfois les gens ils ont envie de virer. C'est cool de partager ce moment. Mais moi j'apprécie ça, c'est sympa. C'est cool. Bah, de toute façon, oui, le fait d'être très accessible, parce que c'est ça qui fait ta différence. Oui, mais c'est tout à fait naturel. C'est pas du tout un rôle ou quelque chose que je me donne. En fait. C'est juste mon caractère. Et du coup, là, donc ça fait combien de temps que t'es au Maroc? Là, ça fait 2 ans. 2 ans, ouais. Du coup, là, tu dois rester encore un moment. Moi, j'apprécie beaucoup ma vie au Maroc. J'apprécie beaucoup les Marocains, j'apprécie beaucoup le pays. J'ai l'impression qu'au Maroc, il y a en fait un projet commun que je trouve ultra stimulant. C'est un pays où tu sens qu'on a envie d'aller en avant, d'innover, de faire des choses. Et en fait, on se donne les moyens de le faire. Ça veut pas dire que tout est parfait, je crois qu'il y a plein de chantiers. Mais en même temps, il y a une volonté de travailler sur ces chantiers, et c'est qu'en partie. Et moi, je trouve que c'est un chouette pays pour vivre. Et justement, c'est quoi tes projets? Est-ce que t'as une envie il y a un truc que t'as pas encore fait, tu te dis, tiens, maintenant ça fait 2 ans, là, je me prends prêt, ou je sais pas. Moi, chaque fois que je déménage, j'ai une petite, un petit carte postale que j'ai mis sur mon mur. C'est un peu mon ancrage. Et c'est écrit dessus, everything is still here, everything was to be done. Je pense que tout est encore là. Je n'aurais jamais eu la prétention de dire que j'ai tout. Quoi, tout est encore à faire. Ok. Est-ce que tu veux nous parler de ton t-shirt? Il est très très beau. Bah, en fait, vous connaissez le marocophobie. Les gens ont la peur de devoir rester toute sa vie au Maroc. Il y a une population au Maroc qui peut avoir cette sensation. Mais pas du tout. Avec ma copine, à l'époque, on voyait et on a dit, mais c'est non, parce que nous, on est dans tout le contraire, on est dans la marocophobie. On a très envie de passer du temps. Évidemment, je pense que c'est des contextes sociaux hyper différents et chacun a le droit d'avoir le ressenti qu'on a et peut-être on est dans un point de vue ultra privilégié d'avoir ce point de vue, tu vois. Mais c'est sûr que moi j'ai une grande morocophilia et la morocophilia, ça se traduit un peu par l'envie de vivre des belles aventures, des belles rencontres au Maroc. Et je crois les gens qui me suivent sur les réseaux sont dans cette même énergie. Donc du coup, tu t'es dit, il faut l'afficher haut et fort. En fait, ce partage sur les réseaux, c'est vrai que c'est du numérique. Et c'est sympa parfois d'avoir un objet d'ancrage qui peut faire qu'on puisse se partager dans physique quelque chose. Et garder un petit morceau de l'emporter avec soi. C'est toi qui l'as fait la photo, le montage? Oui. Là, pour le coup, c'est vraiment ma photo. Moi, par exemple, je fais des scouts au Maroc. Je fais pas de la voiture. Je pense que c'est un super moyen de transport. Rapide, efficace, facile. Sur la casa. C'est beaucoup moins relou pour se garer. Et cette photo, je l'avais pris dans la dîner de Casa et je la trouvais tellement significative en fait à la fois évidemment le drapeau du Maroc et l'amour pour le pays et ce moyen de transport qu'il a depuis toujours et qui a transporté des familles, des générations entières. Bah oui, mais il manque ta signature là. C'est pas signé. Je crois que c'est l'étape, ouais. Je pense, bah oui. Parce que c'est pas encore développé à 100%. Je pense qu'on va faire la signature, ouais. Il faudra quand même une vraie signature. Sans pire de porter le t-shirt Christian Mamoun quand même. Ouais, t'as raison. Est-ce que tu pourrais souhaiter à des jeunes artistes ou des jeunes créateurs de contenu qui se lancent ou qui veulent se lancer? C'est deux choses très différentes d'être artiste ou créateur de contenu. Si on veut être artiste, il est vraiment obligatoire en fait. Et je suis sérieux, très sérieux. Lâchez vos portables, allez dans les bibliothèques et regardez des bouquins de maîtres. Allez-y, voir de la peinture, regardez des églises de l'an 500, allez voir. Ici, il n'y a pas beaucoup de musées, donc si on n'a peut-être pas forcément les moyens d'aller en Europe ou dans les grands musées. Mais ici, déjà, il y en a quelques-uns, et c'est bien qu'on y aller, parce qu'il y a comme des chouettes expos. Pour aller dans les galeries d'art, il faut en fait s'éduquer. Si on a les moyens de faire une école de beaux-arts, tant mieux, parce qu'on va avoir cette éducation par l'école, mais si on n'a pas ces moyens-là, il faut s'éduquer par soi-même. Tout est sur Internet. Il faut connaître les courants d'art qui vont exister, parce qu'en fait, la création n'est jamais, en fait, on n'invente rien, on ajoute juste quelque chose à ce ce qui a déjà été fait. On ajoute une petite touche en tant qu'artiste.
Je pense que c'est important d'éduquer son œil pour voir un peu la manière dont ça a été construit à certaines périodes. C'est important justement de ne pas s'éduquer que par les photographes Instagram qui sont actuellement à la mode. C'est parce que quand tu les regardes, oui, ils se sont inspirés d'autres photographes. Qui ont été typiquement les photographes des années 70, 80 en ce moment sont hyper à la mode. Et qui sont vachement copiés sur Insta. Et je pense que si tu peux copier un style, mais il faut au moins avoir l'honnêteté intellectuelle et en fait juste tout simplement se rendre compte que tu as copié ce photographe et ce photographe. Et pas dire ouais j'ai inventé un style. Ah oui, d'accord, c'est plutôt pour pour reconnaître qu'il y a quelque chose qui existait, parce qu'en fait c'est pareil dans tous les domaines, la musique, la mode. Je pense que tout est un éternel recommencement. Il y a une inspiration, mais en même temps c'est des générations qui sont passées. Donc elles ont pas vécu ça, donc pour elles c'est nouveau. Oui, mais si vraiment tu refais une lumière d'un tel photographe, parce que tu as vu une photo que tu as bien aimée, bah, il faut comme être conscient que tu as fait la lumière de quelqu'un qui a imposé cette lumière, ou si tu photographies des modèles d'une certaine manière, je veux dire, il y a des gens qui ont marqué l'histoire avec une certaine façon de photographier. Et ben, en fait, il faut en être conscient, et après tu peux t'approprier ce style et en faire quelque chose à toi, en fait. Par la suite. Je veux dire, l'artiste est toujours passé par le maître qui enseigne et qu'on copie jusqu'à ce qu'on devient indépendant et on arrive à faire quelque chose d'individuel et de personnel, mais on passe évidemment par la copie. Ouais, non, c'est intéressant comme point de vue. Non, mais ça aide aussi à comprendre la manière dont tu fonctionnes. En tout cas, c'est l'enseignement qu'on a eu dans les écoles de beaux-arts de France. Peut-être d'autres façons de le faire. Et alors, tu donnes pas des cours? Si, si vous voulez. De photos, parce que on en avait parlé à une époque, mais qu'il y a des manières de filmer, des manières même d'instaurer un climat. Mes cours, par exemple, je mets vraiment une attention particulière sur ça, sur la culture générale de l'image. Parce que je pense que la plupart de là, pour vraiment connaître et pour avoir une base solide d'artiste, en fait, d'image. Et tu continues à dessiner ou pas particulièrement. Je suis plus sur une image imprimée, générée, photographiée. J'aimerais bien voir tes dessins. Je pense que tu dessines mieux que moi. Voilà. Ça porte de tout. Ouais, tes dessins sont vachement bien. Quand l'expo. Bah, je sais pas si ça sera autorisé. Non, mais en tout cas, c'est très chouette tout ce que tu fais. Et en tant que créateur de contenu, pour revenir sur ça, bah, je pense qu'il y a une question, il faut prendre son portable et commencer à parler et voir qu'est-ce qui correspond à ceux qui ont envie de te regarder et trouver ça sympathique. Il n'y a pas de secret, faut faire. Faut se lancer. Faut se lancer, il faut qu'il y ait quelque chose de personnel, en fait. Parce que je pense que ça sert à pas grand chose de faire juste ce qu'ils font déjà un million d'autres influenceurs, parce qu'ils sont déjà là. Surtout que maintenant les contenus sont de plus en plus impactants. Oui, et en pour fait, avoir un impact. Mais... aussi dans un ère où il va y avoir des influenceurs IA très performants, ils sont déjà là. Donc en fait, si tu veux te placer à côté de ça, bah, il faut vraiment venir avec quelque chose qui n'est pas une copie-coller de quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a copiera mieux. Merci beaucoup. Azalou aussi qui est reparti. Non, attends, je pense qu'elle n'est pas super passionnée par le En tout cas, merci pour ton accueil. C'est chouette de voir ton appart à Casa. Yes, merci beaucoup. De nous recevoir chez toi. Avec plaisir. Quand vous voulez. Comme on dit en marocain, Rassoulaï. Ouais, merci. Moi, je fais mahba, mais du coup, je prends aussi. Mais merci beaucoup. Et puis, bah, j'espère que tu nous suivras après sur bien sûr des autres podcasts inspirants. C'est important. Et qu'on verra la suite de Marocophilia. Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah.